Je suis Élie Buzyn, je viens de fêter mes 19 ans à l'Anvers il y a quelques jours. Donc, comme vous voyez, je suis jeune et tout disposé à vous parler d'un passé bien éloigné, à savoir, puisqu'on fête le 75e anniversaire de la libération du camp, surtout du camp de Auschwitz, Birkenau-Auschwitz. Et donc, je dois vous parler de cette période où j'ai vécu entre l'âge de 11 ans à 16 ans. Et c'était, il faut dire, à la libération, après ce vécu de 5 années, au cours de laquelle j'ai perdu tous les proches, les miens, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, aussi bien en Pologne où je suis né, qu'en France où nous avions, ma mère avait 2 frères avec leur famille et mon père avait un frère à Tours avec sa famille aussi. Et donc aussi bien la famille de France, que je ne savais pas d'ailleurs pendant la guerre, que j'ai appris après en arrivant en France, membre de ma famille de France a été exterminé en partant de la France et les autres de Pologne. Et donc, si vous voulez, après la libération, en 1945, j'ai été un de ceux qui ne voulaient absolument pas parler de mon vécu. Et j'ai même déconseillé à mes camarades qui ont été libérés, arrivés en France ensemble, en 1945, au mois de juin, je leur ai déconseillé de parler de notre vécu. Et d'ailleurs, les gens de l'OSE qui nous avaient reçus à l'époque n'ont rien compris de notre vécu. Ils pensaient qu'on était des adolescents et même assimilés à des enfants. Alors que sur les 426, il y avait la grande majorité, à l'exception de 3, on était tous des adolescents ou des vieillards plutôt, qui avaient entre 16 et 18 et 19 ans. Il y avait 3 enfants quand même qui étaient rentrés en fraude dans le camp de Buchenwald qui sont arrivés avec nous en France. Et sur ces 3, il y en a 2 qui vivent encore actuellement en France et Israël là qui est en Israël. Eh bien, je dois dire que l'OSE nous a reçus, remarquablement, je vais en parler si j'ai un moment, mais ils n'ont pas compris notre vécu du tout. Ils pensaient qu'on était des enfants comme les autres, et qu'il faut s'en occuper comme les autres, et qu'ils n'ont pas à râler s'ils ont, il faut des victuailles, des choses comme ça. Et donc il y avait une espèce d'incompréhension. Et le problème de la parole de notre vécu a été tel que finalement on s'est abstenu, et la grande majorité, d'en parler parce que d'autant plus qu'on savait que certains adultes qui avaient déjà une vie importante avant, qui voulaient parler, on ne les entendait pas, on ne voulait pas les écouter, on ne voulait pas les croire. Et non seulement cela, on leur reprochait en disant le fait qu'ils soient vivants, ils ont dû faire quelque chose d'absolument critiquable pour survivre. Et donc, même ceux qui voulaient parler se sont tus. Et il y a eu un silence qui s'est abattu sur les anciens déportés pendant des années. Pour moi, c'était 50 ans. Vous savez, 50 ans, c'est beaucoup, c'est un demi-siècle. Et encore, si je me suis à parler, c'est grâce à notre fils qui savait que je ne voulais plus retourner jamais à Birkenau, Auschwitz, ni en Pologne, ni en Allemagne d'ailleurs. Il savait que j'avais dit ici même que je ne retournerais jamais. Eh bien, lui, il a pris une décision contraire de la mienne, alors qu'il avait 21 ans. Il a dit, je sais que tu ne veux pas y aller, mais moi j'ai pris la décision et j'espère quand même peut-être te faire changer d'avis. Il avait 21 ans, il avait fini ses études pratiquement, et puis finalement, je lui ai dit, parce qu'il voulait voir
ou ses grands-parents paternels, où ils ont disparu. Alors je dis qu'ils ne sont pas disparus, ils sont toujours là, ils sont dans nos têtes, dans nos cœurs, mais si tu veux voir où ils ont été assassinés sauvagement, à Birkenau-Auschwitz, tu n'as qu'à y aller. Et je lui dis, mais tu ne peux pas y aller sans moi. Et c'est comme ça que j'ai changé d'avis. Et après ce voyage que nous avons fait ensemble avec d'autres camarades déportés, après ce voyage, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de parler et de témoigner, et surtout à des jeunes gens, pour leur raconter ce qui est arrivé, ce que nous avons vécu. Où je me suis laissé persuader par mes petits-enfants, surtout, plus que par mes enfants, d'écrire quand même, de laisser un écrit. Et c'est comme ça que j'ai sorti le premier livre, qui est sorti maintenant en édition de poche. J'avais 15 ans, vivre, survivre et revivre. Vivre, c'était ma petite enfance heureuse. Survivre, c'était toute l'époque de la Shoah, de 39 à 45, où il fallait vraiment beaucoup de volonté et de courage pour survivre. Et ensuite, il fallait revenir à la vie et revivre. Cette période continue encore un peu maintenant, et je revis toujours un peu, j'apprends toujours de nouvelles choses, et ça continue. Voilà. Et donc, ce que je dois revenir sur un problème un peu important, c'est le problème de l'OSE. Je dois vous dire qu'après la libération de tous ces jeunes qui ont été miraculeusement ont survécu dans le camp de Buchenwald grâce aux déportés politiques qui étaient, et ils savaient que nous étions en danger de mort, puisque nous avons fait la marche de la mort et nous sommes arrivés avec des convois extrêmement périlleux, avec une mortalité de 40 à 50% dans chaque wagon. Et bien donc ils savaient qu'il fallait faire quelque chose pour nous sauvegarder. Et c'est comme ça qu'ils ont fait rentrer 3 enfants en fraude qui avaient 8 ans, moins de 10 ans. Et tous les autres étaient des adolescents, c'est 17 ans. Et c'est grâce à eux qu'on a pu survivre les quelques mois à Buchenwald, donc au mois de janvier et le mois d'avril. Et les Américains sont arrivés le 11 avril 1945. Et il faut dire, après cette libération, tous ces déportés politiques ont été rapatriés très rapidement dans leurs différents pays d'origine, où ils ont retrouvé leurs biens, leur famille, parfois leurs femmes avec quelqu'un d'autre, mais ils retrouvaient quand même, et ceux qui ont survécu, qui ne sont pas morts au travail à Buchenwald, eh bien ceux qui ont survécu ont essayé de se réinsérer dans la vie. Et les 900 adolescents juifs qui ont survécu grâce à eux dans le camp, nous avons pris une décision commune de ne pas quitter le camp, ne pas rentrer dans nos pays respectifs, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, et Bulgarie, etc., tous les pays de l'Europe de l'Est. Et on a refusé de quitter le camp, et c'était un problème pour les Américains extrêmement grave. Ils nous ont d'abord sortis du camp pour nous mettre dans les casernes des SS, où on a pu vivre un peu plus normalement. Il y avait des lits individuels sur 2 étages, il y avait des douches, il y avait des WC, etc. Peu importe, le quotidien était assuré par les Américains, mais comme on ne voulait pas bouger, parce que nous avons prétendu que nous étions tous orphelins, et que tous nos parents ont été assassinés, et on savait où et quand et comment. Et donc, on connaissait donc le sort de nos familles, et deuxièmement, tous nos biens dans tous ces pays-là ont été complètement spoliés, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ont été complètement spoliés, donc nous n'avions aucune raison de rentrer dans nos pays respectifs, et on a refusé. Et c'est grâce, là je dois dire quand même, c'est la nièce de De Gaulle,
Geneviève Antonius de Gaulle, qui a appris, qui était une résistante à Ravensbrück, qui a été libérée là-bas. Elle a appris qu'il y avait en déshérence 900 adolescents dans le camp de Buchenwald qui ne voulaient pas bouger. On a parlé à De Gaulle, et De Gaulle voulait lui-même accepter la moitié de ce jeune et les adopter, même en faire pupille la nation. C'était son objectif. Et quand il a dit, il a demandé aux autres pays européens, il a attendu le 15 mai, puisque nous étions en avril, le 15 mai, après la signature de l'armistice avec les nazis, c'est là qu'il a pris la décision, prendre 423 ou 26, je ne sais pas, 423 jeunes pour la France, et les autres, il a dispatché, il a demandé aux autres pays européens de se charger. Et c'est passé comme ça. La Suisse, d'ailleurs, a accepté tous les malades tuberculeux pour les prendre là-bas, pour les soigner, soi-disant, les soins étaient meilleurs. Bon, et la France, qui s'y est passée très rapidement, alors que De Gaulle voulait nous adopter, en fait, il voulait faire pupille la nation, les hauts fonctionnaires en France ont décidé que la France ne pouvait pas se permettre d'accepter 426 épaves humaines qui allaient mettre 10 ans à mourir sur le compte de l'État français. Et par conséquent, la décision a changé et on a dit on leur donnera un visa d'entrée en France à condition qu'il soit pris en charge par une institution juive et que cette institution s'occupe d'eux pour les éduquer, pour les soigner, etc. Et c'est ainsi que l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, je dis bien l'œuvre de secours aux enfants, qui a été créée en 1917, dont on vous a parlé tout à l'heure, a accepté de nous accueillir. Et je dois ajouter un petit détail, c'est qu'à l'époque, l'OSE France n'avait pas beaucoup de possibilités matérielles. Et c'est ainsi que le Joint aux États-Unis a été alerté qu'il y avait un groupe d'adolescents qui doit arriver en France, que l'OSE voulait accueillir, mais n'avait pas d'argent. Une collecte d'argent aux États-Unis, très rapide et très efficace, a permis de mettre à disposition de l'OSE France pour nous accueillir. Et c'est comme ça que nous avons été accueillis à 423, d'abord à Écueils, dans le Calvados, en Normandie, où on était en quarantaine pour 40 jours, pour être sûr, enfermé, pour être sûr qu'on n'est pas malade, porter une maladie contagieuse aux autres, ce qui ne nous plaisait pas du tout.